Cette émission est un hommage à Hélène Pedneau, une grande femme de Québec qui nous a quittés le 1er décembre 2008. Pourquoi le jour? Pourquoi la nuit? Pourquoi l'amour? Pourquoi l'ennui? Pourquoi le Rwanda? Pourquoi l'Algérie? Pourquoi la Bosnie? Pourquoi Sainte-Catherine, coin Saint-Laurent? Dis-moi, Hélène, y a-t-il une vie avant la mort? Moi, je dis qu'il y a une vie pendant la vie. Et on l'oublie. Et peut-être que si les gens se sentaient plus reliés les uns aux autres, n'importe où, que ce soit vous autres, que ce soit tous les êtres humains, s'ils se sentaient davantage reliés, peut-être qu'ils penseraient autrement et qu'ils vivraient autrement. En tout cas, ils penseraient peut-être à la personne qui est à côté d'eux. Et le système de justice, c'est pas moi qui va leur faire, malheureusement, mais je crois qu'il y a en ce moment des têtes au gouvernement qui leur mettent en question. Et on ne peut faire autre chose qu'espérer. Bonjour, ici Hélène Pedneau, vous êtes en train d'écouter Souverain Anonyme. C'est dans un monde un peu trop bête qu'elle veut réclamer un coup d'aide sur la grande gueule du paraître. Moi je réclame un coup de poing sur la belle gueule de mon voisin qui est parti avec ma chérie. Et je réclame un coup de poing sur la gueule du destin qui a mis Bordeaux sur mon chemin. Enfin, je ne réclame plus rien, je ne demande qu'à être bien, j'en ai marre de cette aventure. Je réclame ce que tu réclames, je proclame ce que tu proclames. Ô toi, ma douce Hélène, je te fais souveraine. Bonjour Hélène, la rebelle. Hélène. Moi, Carl, ton complice. Bienvenue à Souverains Anonymes. Bonjour Hélène, mon nom est Court, bienvenue au Souverains Anonymes. Bonjour Hélène, mon nom c'est André, bienvenue à Souverains Anonymes. Bonjour Hélène, je m'appelle Simon. Bonjour Hélène, mon nom est Michel Le Taxi, bienvenue à Souverains Anonymes. Allô Hélène, moi c'est Denis, je m'appelle Gino, bienvenue. Mon nom c'est Sylvain, bienvenue à Bordeaux. Bonjour Hélène, mon nom c'est Patrick et bienvenue à Souverains Anonymes. Salut Hélène, moi c'est Sergio, seul sur le sable des jeux d'un Bordeaux. Allô Hélène, mon nom est Benoît. Salut Hélène, mon nom c'est Vito. Mon nom c'est Fred, bienvenue à Bordeaux. Bonjour Hélène, moi c'est Joe Clark. Moi c'est Ernest. Salut à toi Hélène, à toutes mes admiratrices, c'est François. À l'envers de nos âmes, un monde existe encore où nous irons demain. À l'envers de nos pas, à l'envers de nos danses, il tourne une planète où nous avons chemin. À l'envers de nos jeux, à l'envers de nos rêves, il coule une rivière où nous avons bateau. À l'envers de nos yeux, à l'envers de nos rires, il existe un royaume où nous avons château. Il viendra, ce que je pense, il viendra, ce que j'attends, il viendra, ce que je pense, il viendra, ce que j'attends. À l'envers de ce temps petit qui loge l'homme, le temps passe autrement et sous un autre jour. À l'envers de l'espace dividé que nous sommes, un ailleurs attend d'être occupé par l'amour. À l'envers de l'ennui, à l'envers de la paix, une saison se fait où nul n'aura plus faim. À l'envers de la peur, à l'envers de la haine, une vie à trancher, la paix comme le pain.
Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal rencontrent aujourd'hui Hélène Pedneau, écrivaine, journaliste, féministe. Vous écoutez la première partie de cette très intéressante rencontre réalisée en 1995. Ma chère Hélène, je vais y aller avec la première d'une quinzaine de questions qu'on a à te poser. Oula! Okay. Hélène, aucun des souverains ici présents ne te connaît. Mais Mohamed nous a promis une excellente rencontre avec toi. Il nous a dit que tu es surtout une femme de toutes les bonnes causes et pour cause. Tu as devant toi des hommes dont les causes n'ont pas été toujours bien entendues. On excelle dans tout sauf la justice. On en parlera un peu plus tard de ça. Pour l'instant, parle-nous de toi, de tes origines, ton enfance, ton éducation. Bon, alors c'est vaste, je vais essayer d'être brève là-dessus. Ben, premièrement, je viens de Jonquière, donc je sais pas s'il y a des gens du Saguenay, il y en a partout en général. Ben, Marie, c'est toi, de quelle ville? Ville de la Baie, Bagotville. Bagotville, ville de la Baie. Ben oui, nous autres, on allait faire des tours de machine le dimanche pour aller à l'aéroport de Bagotville, voir les avions militaires, il y avait des parades, il y avait toutes sortes de choses. La baie des AA. Et la baie des AA, c'est un lieu magnifique, si vous connaissez pas ça, c'est beau comme tout. Alors, je viens de là, de Jonquière, il y a 43 ans, je suis à moitié italienne. Ma mère vient de Québec, elle vient de parents italiens, les deux. Ils parlent français. Ils parlaient français. En tout cas, ils étaient une petite communauté d'Italiens à Québec. Mon grand-père a travaillé sur la construction des 2 ponts de Québec. Celui qui s'est écroulé et l'autre. Mais c'est pas de sa faute s'il s'est écroulé. Donc, je viens de là, donc d'une petite ville avec 2 sœurs et un frère. Et probablement que le premier mot que j'ai dit, je m'en souviens pas, mais je me doute que ça doit être quelque chose comme c'est pas juste. C'est un mot que j'ai dit fréquemment dans mon enfance et aujourd'hui encore. Et il faut croire que les mots qu'on dit dans son enfance, on s'en souvient longtemps. Ils nous marquent profondément. Ma mère était assez désespérée parce que tout ce qu'elle essayait de me faire faire ou tout ce qu'elle essayait de me faire comprendre, c'était toujours c'est pas juste. Donc, j'étais, on peut dire, je pense, de la graine de délinquante. Mais ma délinquance s'est manifestée beaucoup parce que je me suis rendu compte que j'étais habile avec les mots et que des mots, ben, ça pouvait faire aussi mal et ça pouvait faire autant de bruit et ça pouvait faire provoquer autant de changements que je sais pas moi, de dessouffler des pneus ou de casser des vitres avec des roches ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis vite rendu compte là parce que j'étais pas équipé. Si vous voulez, pour une vaste délinquance, j'étais minuscule, je le suis encore, mais j'étais vraiment toute petite quand j'étais petite, donc j'avais aucun moyen physique de me défendre contre quoi que ce soit, sauf avec les mots. Et puis les mots, des fois, hein, ça fait mal, ça peut faire mal, ça peut faire rire, ça peut faire c'est une matière assez extraordinaire. Donc à partir du moment où j'ai dit c'est pas juste, toute ma vie finalement a été basée sur ces premiers mots-là que j'ai dit parce que j'ai décidé à ce moment-là de travailler contre l'injustice. Bon, sous toutes ses formes, sous n'importe quelle forme. Ça a été beaucoup dans ma vie essayer de rééquilibrer un petit peu le déséquilibre qu'il y avait entre les hommes et les femmes, entre les droits des hommes et ceux des femmes. Ça a été une des formes d'injustice à laquelle je me suis attaquée, où j'ai travaillé à La Vie en Rose, donc magazine féministe pendant 5 ans. Récemment, on a fait une soirée de solidarité pour l'Algérie. Vous savez comme moi ce qui se passe comme barbarie dans ce pays-là. Donc là aussi, une forme d'injustice envers les gens qui pensent, envers les femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui se font tuer, égorger, violées et tout. Donc voilà, c'est ça ma vie et tout tourne autour de ça. Ton éducation? Mon éducation, ben moi j'aimais bien être dans la vie, c'est-à-dire que j'ai pas étudié très longtemps. Je suis allé à l'école, bon, j'ai fini mon cégep, quand même, là. Mais j'avais très, très hâte d'être dans la vie. J'avais très hâte d'être dans la vraie vie, comme on disait à l'époque. Parce que, bon, j'aimais bien ça étudier, mais je trouvais qu'on était coupé du monde un petit peu dans les écoles.
Et je me voyais rentrer à l'université puis être encore davantage coupée du monde pendant longtemps. Puis moi, j'avais envie d'essayer ce que c'était la vie sur le terrain, essayer de savoir aussi si j'étais capable de me débrouiller, comment j'allais pouvoir me battre contre toutes ces structures, comment j'allais pouvoir m'insinuer, comment j'allais pouvoir réaliser mes rêves, parce que j'avais déjà des rêves d'écriture, j'avais déjà des rêves de faire de la radio, j'avais déjà des rêves de cet ordre-là, mais j'avais pas la moindre idée comment j'allais y arriver. Alors j'avais hâte de voir comment j'allais y arriver, parce qu'il n'était pas question que j'y arrive pas. Donc, c'est ça, j'ai fini mon cégep à 18 ans, et puis je me suis en allé dans la vie, et puis la vie m'a rattrapé, puis me voilà maintenant, 25 ans plus tard. Bonjour Hélène, moi c'est Simon. Je suis très honoré de ton livre, j'en ai lu un bref. Hélène, y a-t-il dans ta propre éducation un lien avec ta prise de position face à l'excellence? Est-ce que chez vous la valeur d'être était plus importante que celle de paraître? OK. Non, ça c'était très intéressant, on me l'a jamais posé celle-là. C'est très, très intéressant. Parce qu'en effet, entre l'être et le paraître, j'avais une mère qui était formidable, qui était pleine d'énergie et tout, mais qui avait beaucoup le sens du paraître. Cela dit, c'était un avantage dans mon enfance parce que on n'avait pas beaucoup d'argent et je m'en suis jamais rendu compte, vraiment, parce que ma mère avait un tel sens du paraître que même nous, on se rendait pas vraiment compte qu'on était, enfin, on n'était pas misérable, on n'était pas pauvre, on était vraiment pas riche. On était vraiment, mon père, quand je suis né, mon père gagnait 25 piastres par semaine, là, chez Coca-Cola. À l'époque, il y avait une industrie Coke dans la région. Donc, mais ma mère avait, je dis aujourd'hui une sorte de génie de la finance, parce qu'avec 5 sous, elle pouvait faire $1. Et on était toujours bien habillés, comme des petites princesses, et puis comme je dis, toujours propre en arrière des oreilles, puis bon, donc ça paraissait pas. Là où ça paraissait le plus, c'était à Noël, ou dans des affaires comme ça, où là, quand je voulais avoir la maison de poupée que ma voisine Diane Bolduc avait, qui coûtait 29,95, moi je pouvais pas l'avoir. Mais on était très raisonnable. Elle nous avait aussi inculqué ça, qu'on pouvait pas tout avoir, et que bon... Mais elle avait le sens du paraître. Donc, dans ce cas-là, c'était un avantage. Parce qu'on a pu vivre une enfance relativement sans trop de frustration. Là où c'était moins intéressant, ce sens du paraître, c'était quand elle se mettait à dire, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que ça... Alors là, évidemment, moi, je revendiquais, c'est pas juste, et puis ça n'a rien à voir, et puis je ferais bien ce que je voudrais, et puis bon. Alors, il y avait des avantages et des inconvénients à ce paraître-là. Mais probablement que c'est là, tu as raison, que j'ai été très sensible à l'être et au paraître, parce que j'ai été obligée de me poser la question, mais qui je suis, moi? Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire? Qui ne sont pas les rêves de mes parents, ni de mon père et de ma mère, même si j'ai voulu satisfaire mon père longtemps, parce que mon père était mon idole. C'est plutôt rare pour une fille d'avoir une bonne relation avec son père. Mon père, je l'adorais complètement. Je le suivais un petit chien. Je le suivais partout. C'était un être très sauvage, très... on était à Jonquière, donc toujours proche du bois, hein, on était à 5 minutes du bois. Et mon père, la famille Pedneau était très renommée. Chez nous, c'était des grands pêcheurs en particulier. Alors, mon père était capable d'aller chercher une ouananiche grande comme ça, dans une petite rivière qui traversait la ville, en pleine ville, là. Il connaissait les trous, il connaissait toutes les affaires. Alors, moi, je le suivais comme un chien, vraiment partout. Il faisait partie de la fanfare. Alors, moi, j'y allais, j'avais 2, 3, 4 ans, j'étais assis dans une boîte d'instruments de musique, puis je le regardais, c'était mon idole, tu sais. Et donc, j'ai voulu, lui, qu'il soit content de moi. Puis comme il n'y avait pas de garçon à l'époque, parce que mon petit frère est arrivé très longtemps après, moi, j'étais comme un petit peu son garçon manqué, si vous voulez. J'étais toujours avec lui. Et j'allais dans le bois avec lui l'hiver, toutes les saisons. Bon, tu sais, c'était merveilleux. C'est des souvenirs absolument formidables. Et puis, bon, avec lui, il y avait aussi mes cousins, mon oncle, qui étaient vraiment des gens, je sais pas s'il y avait de l'Indien ou je sais pas quoi, mais ils n'étaient bien que dans le bois, ces gens-là, ces hommes-là. Et moi aussi. Donc, évidemment,
quand ça a commencé à paraître que j'étais une fille, le salaud, il m'a laissé tomber. Hein? Comme souvent, les hommes de cet âge-là, ils savent pas quoi faire avec leur fille qui grandit, puis que là, ça commence à paraître que c'est une fille, tu sais, genre, quand t'arrives à 12-13 ans. Et puis là, comme mon père était pas un grand parleur, ben, il a rien dit, puis il m'a laissé tomber. C'est-à-dire, il a arrêté de me traîner partout avec lui, et puis il m'a donné aucune explication. Alors ça, j'ai trouvé ça raide un peu. Mais c'est comme ça que j'ai voulu, moi, le satisfaire, cet homme-là. C'est-à-dire, j'ai voulu faire ce qu'il souhaitait que je fasse. Donc, j'ai fait tout mon cours secondaire, par exemple, en scientifique, alors que j'étais beaucoup mieux en lettres. Mais j'ai fait mon scientifique pour mon père, parce que mon père aimait beaucoup les sciences, il était curieux de tout. Il y avait une 4e année B, puis il allait à l'école quand la maîtresse n'était pas là, qui disait. Donc, il savait à peine écrire, mais il lisait beaucoup. Et ça, c'était un exemple extraordinaire pour moi. Et donc, j'ai fait tout mon scientifique. Je me suis même inscrite en électrotechnique au cégep pour que mon père soit content. Sauf que là, j'étais rendue à 16 ans et que au mois d'août, une semaine avant de rentrer à l'école, j'ai paniqué totalement. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là, en électrotechnique? Et puis, j'ai changé, je suis allée en lettres. Et puis, je savais que j'allais lui faire de la peine, mais là, c'était ma vie ou la sienne. Et donc, c'est un petit peu ça. Donc, l'être et le paraître, je me suis toujours battue contre ça, en effet. Dans mon enfance, j'étais obligée de me questionner sur moi, qu'est-ce que j'étais, parce que j'avais une telle admiration pour mon père, que j'aurais fait une toute autre vie que celle que j'ai faite, si je n'avais pas été obligée de me questionner pour savoir, hey, wow, là, est-ce que c'est les désirs de mon père que je suis en train de faire, ou les miens, ou ceux de ma mère, tu sais. C'était surtout ceux de mon père, parce que mon père, c'était vraiment... Pour moi, vraiment, c'était le bout du monde. C'était Donc, c'est ça. C'est vraiment... Merci beaucoup, Hélène. Bonne chance. Bon succès. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre, ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie, moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur, sans qu'il parte en courant, avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air de les aimer, les autres changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un brouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes bien souvent paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien, maman,
Vous écoutez Souverains Anonymes. Bonjour Hélène, mon nom c'est Patrick. Bonjour Patrick. Ok Hélène, à lire ton livre pour en finir avec l'excellence. On apprend que l'excellence est devenue comme un virus là, qui s'introduit dans tous les domaines, toutes les situations. Comme les ordinateurs, oui. Les sports, les arts, les voitures, la presse, les vacances et bien sûr la vie de couple. L'excellence veut qu'un couple soit parfait. Résultat, les avocats n'ont jamais été aussi riches. Le charme d'une relation de couple se trouve dans le mélange des défauts de l'un avec les qualités de l'autre. Ça donne et vice-versa. C'est ça, ça donne des enfants imparfaits, mais vivants. Ma question est comme suit, c'est Hélène, pourquoi des enfants très intelligents rêvent de remplacer un jour Patrick Roy, Rock Voisine ou Sylvie Fréchette? Ben, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, on est contaminé, hein. Il y a une forme de contamination dans l'excellence aussi. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où les médias sont très forts. Donc, la minute qu'on s'ouvre les oreilles, on a la télévision, la radio, les journaux, les conversations autour de nous, le milieu de travail, peu importe le milieu dans lequel vous êtes. Les informations circulent. Même si vous écoutez pas la TV, même si vous écoutez pas la radio, tout circule. Et on finit par être contaminé par des notions qu'on connaît pas, finalement. Tu sais, je vais vous donner un exemple. C'est comme, je sais pas, moi, Freud, par exemple. Hein, Freud, tout le monde a été influencé par ses théories. Puis qui c'est qui a lu Freud, là? Hein, ici, oui, c'est bien. Moi, je l'ai même pas lu. Mais bon, tout le monde, à un moment donné, finit par subir les conséquences de réflexion de certaines personnes. C'est comme le docteur Spock dans les années 60. Il a écrit des livres, savoir comment éduquer ses enfants. La majorité des gens n'ont pas lu ces livres-là, sauf que, à un moment donné, ils ont subi les pressions que les autres qui les avaient lus ont faites dans la société. C'est la même chose pour l'excellence. Aujourd'hui, on fait moins d'enfants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a 1, 2, ça c'est une grosse famille. Alors, on leur demande d'une certaine façon de performer pour toi et frères et sœurs qui ont plus maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu veux, là? Il t'en a un, puis il faut que il y a un numéro gagnant. Parce que si c'est pas un numéro gagnant, tu trouves le temps long. Sauf que le problème avec ça, c'est que les parents mettent sur le dos de leurs enfants des rêves qui ne leur appartiennent pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, mon père mettait sur moi des rêves qui étaient à lui. Je m'en suis rendu compte heureusement, sinon je me serais ramassé en électrotechnique à faire une job que probablement j'aurais pu faire, oui, mais que j'aurais pas été heureuse. Et il y a des tas de gens comme ça. Et les enfants de maintenant ont plus de pression encore que nous autres parce qu'ils sont moins nombreux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ils sont les souverains, hein, qu'on peut dire, chez eux. On voit la publicité à la télévision, là, son roi et maître, c'est les petits rois, les petites reines. Tout le monde tourne autour d'eux. Toute la famille tourne autour d'eux. Alors, comprends-tu qu'ils viennent avec un ego gros comme ça? Puis c'est pas de leur faute. Il faut que le monde tourne réellement autour d'eux. Tous leurs besoins sont satisfaits avant même d'être dits. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils souhaitent. Bon. Alors, cela dit, les parents, comme ils n'ont pas beaucoup d'enfants, ils veulent bien que cet enfant-là réussisse. Et ils vont mettre sur lui pas mal plus de pression que du temps où nos mères avaient 10-12 enfants. Ça, c'est certain. Parce que nos mères qui avaient 10-12 enfants, ils pouvaient pas mettre de pression sur chacun pour dire « Hey, toi, tu vas devenir le tel docteur et toi, tu vas devenir... » Non. Tandis que les enfants de maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde a les yeux braqués sur eux autres. Toute la famille au grand complet, les grands-parents, les oncles, les tantes et tout. Alors, à un moment donné, ils subissent une pression qui peut être extrêmement malsaine. Comme, par exemple, pour écrire mon livre, je suis allé rencontrer un docteur qui s'appelle le docteur Jean Wilkins à Sainte-Justine. Alors, lui, il travaille avec les enfants et les adolescents. Dans son bureau, je suis allé le voir parce que ça faisait des années que je l'entendais dans des entrevues dire « Attention, vous poussez trop vos enfants, vous êtes en train de les rendre fous. » T'as des enfants qui vivent avec des agendas d'adultes, là. Tu sais, suivent des cours de ci, de ça, plus l'école, plus l'entraînement de je ne sais trop quoi, ça n'a plus de bon sens. Ils ont 7 ans, puis sont aussi occupés qu'un PDG, tu sais. Alors, j'avais entendu le Dr. Wilkins, quelquefois, il me dit « Il est intéressant, ce gars-là, je vais aller le voir. » Et il m'a raconté des trucs que je soupçonnais même pas. Il reçoit dans son bureau, par exemple, des gymnastes. Hein? Les gymnastes, on a découvert là, depuis la petite Comaneci, là, de Nadia Comaneci, qu'un gymnaste, fallait que ça soit tout petit puis très, très mince. Donc là, il y a une folie qui s'est installée pour dire, bon, si on veut des bons gymnastes, là, faut réduire le corps, faut trouver du petit monde, hein, parce que c'est eux autres qui réussissent le mieux. Donc, on prive ces enfants-là d'apports caloriques pendant qu'ils grandissent, pour qu'ils performent. Mais à 15 ans, ces enfants-là, bien souvent, sont obligés de prendre leur retraite. Vous imaginez-vous ça, prendre votre retraite à 15 ans?
Ça fait des maudits problèmes psychologiques. Et très souvent, ils se ramassent avec des problèmes physiques aussi. Parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils auraient dû recevoir pendant leur croissance. Alors lui, il voit les petits excellents, les enfants qu'on pousse, là. Il les voit dans son bureau. Soit qu'ils sont anorexiques ou boulimiques ou qui ont je sais pas trop quoi de problèmes physiques ou psychologiques. Puis il est obligé de les hospitaliser parce qu'ils sont en danger. Physiquement. Et puis pourtant, c'est des enfants totalement performants, ils reçoivent des médailles de partout, la médaille du gouverneur général, puis de je ne sais trop qui. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de folie. Parce que, on le sait bien aujourd'hui, c'est gentil, c'est de l'eau. Alors, on le sait bien aujourd'hui qu'il y en a moins de jobs, que l'entonnoir, là, il est beaucoup plus petit que quand moi, je suis arrivé sur le marché du travail. Donc, les gens sont encore plus stressés, plus nerveux. Le monde est plus... le monde est plus violent qu'avant, aussi plus inquiétant qu'avant. Donc, on a tendance à vouloir les mettre dans des cocons pour les protéger. Enfin, c'est une chaîne sans fin qui fait que les enfants de maintenant ont beaucoup plus de difficultés à savoir ce que eux veulent. Vraiment. Que nous, bon, nos parents ne s'occupaient de nous, mais on était quand même 4. Alors, l'attention était divisée par 4, si tu veux, tu sais. Moi, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, puis tous les yeux sont braqués sur eux. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants. Maman, 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 maman. Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa. Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Hélène Pedneau, écrivaine et journaliste féministe, est l'invitée des Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. On revient après cette pause. Bonjour, ici Hélène Pedneau, vous êtes en train d'écouter Souverains Anonymes. Les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. C'est quoi ton nom? C'est Ernst. Ernst? Ouais. Ah, c'est beau. C'est rare? Ouais. Pierre-Louis Ernst. Comme le peintre. Il y a un peintre qui s'appelle Ernst. Je sais pas. Comment ça s'écrit ton nom? E-R-N-S-T. Ah, Ernest. J'ai compris. Ernst. E-R-N-S-T, ça se prononce Ernst. Ouais. Pas Ernest. Oui, un peintre allemand qui est très bon, qui s'appelle Ernst. Mais c'est pas Ernest, c'est E-R-N-S-T. C'est ça. Ben, c'est ça. T'as le même nom que le peintre. Hélène.
Excellence se veut synonyme de perfection. Mais on n'est jamais parfait. Une ligne droite n'est jamais tout à fait parfaite. Un crime n'est jamais parfait. Non. Même une évasion d'une prison n'est pas toujours parfaite. On finit par y retourner. Donc, l'excellence n'est qu'un idéal, une illusion. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout. Il faut bien préciser que dans mon livre, quand je parle de l'excellence, là, je parle d'un système, hein, parce qu'on est tous dans des systèmes, et l'excellence est devenue un système. Je parle pas du tout, moi, de l'excellence individuelle, c'est-à-dire la personne qui veut faire mieux que la veille. Je sais pas, moi, quand on a une passion, si vous aimez faire de l'ébénisterie, vous allez commencer par faire des petites choses pour vous pratiquer, puis là, à mesure que vous allez en connaître plus, vous allez vouloir faire des choses plus sophistiquées, puis plus avec plus de nuances. Vous allez, comme disait ma mère, vous allez vous ambitionner. Hein? Si vous jouez du piano, vous allez commencer par des petites affaires, puis à un moment donné, vous allez prendre des partitions plus longues, puis vous allez vous ambitionner. Bon, je parle pas de cette excellence-là, je pense qu'elle fait partie de tous les êtres humains. C'est une pulsion normale quand on aime quelque chose. Si vous aimez faire à manger, c'est la même chose. Vous allez commencer par faire cuire un steak, puis après ça, vous allez finir avec des recettes très compliquées, puis de faire des pâtisseries, puis bon. Je parle pas de ça. Parce que ça, cette excellence-là, il n'y a pas de date là-dessus, hein. Il n'y a personne qui vous oblige à faire ça. Si quelqu'un aime le casse-tête, il va commencer avec un 500 morceaux, va vouloir en faire un 10 000 6 mois plus tard. Bon, oui, c'est normal, on aime ça. C'est une passion. Donc, il n'y a pas de date là-dessus. Il n'y a personne qui vous oblige à le faire, sauf vous-même. Et ça, c'est pas un système, c'est vous. Si vous avez le temps, vous le faites. Si vous n'avez pas le temps, vous le faites pas. Dans le système de l'excellence dont je parle, c'est qu'on oblige les gens à performer pour toutes sortes de raisons. Mais une en particulier qui est toujours la même depuis le début de l'humanité, c'est le profit de quelques-uns au profit du plus grand nombre. C'est vraiment le plus grand nombre qui travaille pour quelques-uns, pour le profit de quelques-uns, ça on le sait. Je pense pas qu'avec le système de l'excellence, on en soit arrivé à ce que les patrons partagent leurs profits en fin d'année avec leurs excellents employés. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui fonctionnent là-dessus. Bon, alors, donc, ça veut dire que ce système-là n'est fait que pour l'enrichissement de quelques-uns. Puis c'est une vieille histoire. C'est une très vieille histoire. Au début de l'ère industrielle, c'est ça qu'on faisait. On exploitait l'énergie. C'était plus une énergie physique à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus une énergie mentale, intellectuelle. Mais bon, c'était l'huile de bras au début du siècle. Puis maintenant, ben, c'est l'huile de cerveau. Si vous voulez que je vous dise... Bonjour. Marc? Oui. Moi, j'ai un petit problème, Hélène. Ouais, allez, vas-y. J'essaie de faire un lien entre l'excellence et la justice, puis j'arrive pas pantoute, OK? Puis je me dis que si l'excellence est un virus, je peux dire qu'il n'a pas encore atteint le domaine de la justice. À moins que je me trompe. D'après toi, est-ce que je me trompe? Ben, non, tu te trompes certainement pas. C'est-à-dire que c'est un principe qui est très difficile à installer dans la justice, parce que je pense que tout système, les êtres humains, bon, au départ, la justice c'est quelque chose de très bon, hein, la notion de justice c'est formidable, c'est mais quand ça devient un système, on dirait que ça se pervertit tout de suite. Et ça, cet exemple-là est bon pour n'importe quoi que les humains font. Ils font comme les syndicats, par exemple. Hein, c'est une bonne affaire, les syndicats. Bon, c'est formidable, la notion de syndicalisme et tout. Sauf qu'à un moment donné, quand ça devient un système, ça devient tout de suite perverti. Et pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. C'est parce que tout à coup, dans un système, il y a toutes sortes de monde qui arrivent avec toutes sortes d'idées ou des arrière-pensées, soit qui rentrent dans ce système-là pour leur profit personnel, il y a toutes sortes de raisons. Et là, plus il y a de gens qui interviennent dans ce système-là, plus il y a d'intermédiaires, et plus ça devient perverti. Bon, c'est sûr que la justice, le système de la justice, aurait besoin d'un ménage assez extraordinaire, je crois. Je sais pas, vous en êtes les victimes. Je le connais pas beaucoup, j'ai pas eu à y aller. Ma délinquance, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est contenter de mots. Jusqu'à présent, en tout cas, on n'est pas enfermé parce qu'on parle. Dans d'autres pays, oui. Dans d'autres pays, on enferme les humoristes aussi, hein, parce que l'humour est une forme de critique sociale extrêmement virulente. Donc, on enfermait les humoristes, on peut enfermer les poètes, les écrivains.
Et ça, c'est dans d'autres pays, bien sûr. Mais ici, mettons que on peut à peu près critiquer ce qu'on veut dans le système sans subir trop de... Enfin, sans être enfermé, à tout le moins. On peut subir d'autres formes de conséquences. Hein, c'est sûr, on disait tantôt, je pense pas que je travaille jamais au journal La Presse, par exemple, avec le livre que j'ai écrit. Mais ça, je m'en fous, j'y aurais pas travaillé de toute façon. On a des conséquences de cet ordre-là. Il y a des institutions qui veulent pas de nous quand on critique socialement et tout. Le système de la justice, oui, est assez particulier. Je pense qu'il est extrêmement remis en question, d'après ce que j'ai entendu là, récemment. Comment ça va se manifester, je l'ignore. Mais quand on parle d'excellence, pour moi, l'excellence est une forme de mal. On peut vouloir que le système de la justice ait un peu plus d'excellence dans l'autre sens que j'employais tantôt, c'est-à-dire qui roule davantage et qui écoute davantage, qui soit moins quelque chose qu'on impose que quelque chose qui écoute, et quelque chose dont on pourrait sortir éventuellement quand on veut. Et je pense pas que ce soit toujours le cas en ce moment, en tout cas. Je pense que de tous les côtés où quand on met le pied dans ce système-là, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Enfin, vous pourrez me le dire, mais il y a comme une forme de labyrinthe qui s'est installée là et qui est très très difficile. De toute façon, on le voit nous à un petit niveau quand on paye pas ses tickets ou je sais pas quoi, les histoires que ça, ou quand on paye pas ses impôts, on le voit là, on voit une partie du système. On peut imaginer ce que vous pouvez vivre vous autres quand vous faites une gaffe ou quand vous faites alors c'est dantesque. Quand on paye pas ses impôts, on a tout le monde après nous, c'est des papiers, ils sont jamais contents, faut en retourner, faut revenir, on peut deviner, mettons, en extensionnant un petit peu, on peut deviner ce que vous vivez. Mais je pense qu'il y a des tas de systèmes en ce moment qui devraient être mis en question, dont principalement celui de la justice. J'ai pas beaucoup de comment je dirais ça, d'estime malheureusement pour la catégorie des avocats qui s'enrichissent beaucoup à nos dépens sur toutes sortes de choses. Là, ils sont maintenant dans des recours collectifs. Là. Ils s'enrichissent beaucoup là-dedans. Ils incitent les gens à poursuivre des compagnies pharmaceutiques ou je ne sais trop quoi, là. Avec la charte des libertés, la charte des droits et libertés d'un côté. Je pense qu'il y a un problème. C'est qu'il y a bien une charte des droits et libertés, mais je crois qu'il faudrait écrire à côté la charte des devoirs et des responsabilités. Et peut-être que si les gens se sentaient plus reliés les uns aux autres, n'importe où, que ce soit vous autres, que ce soit tous les êtres humains, s'ils se sentaient davantage reliés, peut-être qu'ils penseraient autrement et qu'ils vivraient autrement. En tout cas, ils penseraient peut-être à la personne qui est à côté d'eux. Et le système de justice, c'est pas moi qui va le refaire malheureusement, mais je crois qu'il y a en ce moment des têtes au gouvernement qui le remettent en question. Et on ne peut faire autre chose qu'espérer. Hein? Merci beaucoup. Où que vous soyez, accourez, braves gens, nos commencent à monter, soyez plus clairvoyants, admettez que bientôt nous serons submergés, et que si nous valons la peine d'être sauvés, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde et les temps changent. Ouvrez tout grand vos yeux, car il est encore temps. La roue de la fortune est en train de tourner, et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. Les perdants d'hier vont peut-être gagner, car le monde et les temps changent. Vous les pères et les mères de tous les pays, ne critiquez plus car vous n'avez pas compris. Vos enfants ne sont plus sous votre autorité. Sur les routes anciennes, les pavés sont usés. Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés, car le monde et les temps changent.
Messieurs les députés, écoutez maintenant, n'encombrez plus le hall de propos dissonants. Si vous n'avancez pas, vous serez dépassés, car les fenêtres craquent et les murs vont tomber. C'est la grande bataille qui va se livrer, car le monde et les temps changent. Et le sort et le dé maintenant sont jetés, car le présent bientôt sera déjà passé. Un peu plus chaque jour, l'ordre est bouleversé. Ceux qui attendent encore vont bientôt arriver. Les premiers d'aujourd'hui, demain seront derniers, car le monde et les temps changent. Car le monde et les temps changent. Car le monde et les temps changent. Bonjour Hélène. Abdel. La question suivante, elle me concerne plus personnellement parce que je suis algérien de nature, d'origine. Ah oui. Et puis j'aimerais dire à tout le monde là-bas, profiter de l'occasion, que je suis avec eux cœur et âme pour tout mouvement qui se bat pour la liberté, du fond de mon cœur. Bon Hélène, je ne sais pas si tout le monde sur la Terre sait que 1995, c'est l'année internationale de la tolérance. Non, je viens de l'apprendre. Cependant, tout le monde sait que la guerre civile en Algérie frappe les femmes, les enfants, les intellectuels et les étrangers, surtout les étrangers. Tout le monde sait que l'intolérance frappe des pays entiers. Mais personne ne sait que dans le regard d'un enfant algérien, il y a beaucoup de douleur et énormément d'espoir. L'Algérie est une femme, l'Algérie est aussi un enfant. Dis-moi Hélène, quand est-ce que les années internationales seront plus que symboliques? Oh oh! Hey, c'est des méchantes questions que vous me posez là, vous autres. Eh, bateau! Un minute, là, moi, même cigarette, là. Écoute, des symboles, ok, c'est vrai que ça a l'air de servir à rien, mais des symboles, ça sert, c'est pas anodin quand même. Ça a des conséquences. C'est comme les mots, hein. On dit, on peut dire n'importe quoi, les mots, ça fait pas mal. C'est pas vrai. On n'emploie pas les mots impunément. Moi, je sais, je suis écrivain. Donc, on n'emploie pas des mots impunément. À un moment donné, les mots, ça fait partie du corps, hein. Et je pense que, par exemple, quelqu'un qui réussit à changer son vocabulaire réussit à changer son esprit aussi. Donc, les symboles, ok. On peut mettre un doute là-dessus, là, mais c'est pas si inutile que ça. Je pense que si on se dit, voilà, c'est l'année internationale de la tolérance, on va y penser davantage. Ça veut dire qu'il va y avoir des émissions là-dessus, ça veut dire qu'il va y avoir des articles décrits là-dessus, des livres décrits là-dessus, des colloques, des n'importe quoi, ça va être sur tous les niveaux. Il va y avoir des universitaires qui vont se questionner de façon très hermétique sur c'est quoi la tolérance. Ça nous intéresse moins parce que, mais par contre, il va y avoir des choses pour tout le monde là-dessus. Donc, ça va nous permettre d'en parler. Et je pense que ça, c'est pas à négliger. Ce qui se passe en Algérie en ce moment, ça peut se passer n'importe où. Les intégristes sont installés à Montréal aussi. Ils sont même fort bien installés, de plus en plus. À Montréal, par exemple, en dedans de 5 ans, on est passé de 5 à 25 mosquées. Et juste au mois de décembre, il y en a 3 nouvelles qui sont ouvertes dans le quartier nord-est. Là. Bon, ils sont en train d'installer des commissions scolaires. Ils ont imposé le port du voile dans les écoles. Vous avez vu ça aux nouvelles. Bon, alors cette forme d'intolérance qui se passe en Algérie, premièrement, n'a rien à voir avec la religion. On le voit bien parce que je pense pas qu'on puisse égorger des femmes de 16-17 ans au nom de Dieu. Au nom de Dieu, quel qu'il soit. Je pense que la religion musulmane est une aussi bonne religion que le catholicisme, ou que l'hindouisme, ou que le zen, ou que toutes les grandes religions viennent de la même source, de toute façon. Je pense que la religion musulmane est une religion de tolérance, contrairement à ce que les intégristes pratiquent. Et je sais parce que j'ai fréquenté aussi l'écrivaine Marie Cardinal, qui, elle, a été élevée en Algérie.
qui a été élevé évidemment dans la religion catholique, mais qui est allé à l'école avec des petits Arabes, qui a entendu donc les notions de cette religion-là, qui la connaît bien, qui connaît bien dans le quotidien comment ça se passe. Et cette femme me disait, moi, c'est les Arabes qui m'ont appris que on ne peut pas fermer sa porte à quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Ben, alors, et en effet, la porte de Marie est toujours ouverte. Bon, tu sais, et elle dit, c'est eux qui me l'ont appris, ça. C'est dans la religion catholique, c'est pas dit comme ça. C'est pas aussi ouvert que ça. Et donc, ce qui se passe en Algérie, c'est intolérable, c'est inacceptable, et je pense qu'il faut faire quelque chose. Quoi? Bon, Dieu seul le sait. Je pense qu'il faut informer, parce que quand on s'informe, on est plus ouvert, on a plus de pouvoir quand on est informé, en tout cas sur quoi que ce soit. J'imagine que vous devez vivre la même chose. Si vous connaissez très très bien le système de la justice, vous avez certainement un petit peu plus de pouvoir personnel sur ce système-là. Si vous êtes capable de le manipuler un peu, parce que vous n'avez pas le choix. Bon, alors c'est la même chose en Algérie. Plus on est informé, plus on connaît du dedans ce qui se passe, plus il y a peut-être la possibilité de trouver justement le fil sur lequel il faut tirer pour que ça cesse cette maudite barbarie-là, tu sais. Mais je pense que les symboles, c'est bon aussi. Mais il faut pas s'en contenter, par exemple. Merci beaucoup. مبغوك تبعدي انا مبغوك تقيني انا مازال ياني قلبي ويبكي عليهم علاش عاد ياتني قلبي روح في الغبينه انا مازال ياني قلبي ويبكي عليهم علاش عاد ياتني قلبي روح في الغبينه Hélène, est-ce qu'on écrit pour se faire plaisir ou pour survivre? Les deux, puis même plus que ça, je dirais. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on écrit. Mais premièrement, c'est souvent parce qu'on n'a pas le choix. C'est plus fort que nous autres. Ça, l'écriture, quand t'as ça dans ton sang, je dirais, parce que c'est quasiment ça, t'as pas le choix. Donc, t'écris parce que t'aimes ça. Ça, c'est sûr. Donc, tu veux te faire plaisir. T'écris pour toi, puis t'écris aussi en espérant que ça rejoigne d'autres mondes. Donc, t'écris aussi pour te relier aux autres. Même si c'est un acte très solitaire, l'écriture, hein, c'est tout seul chez vous, devant ton ordinateur, et puis avec ton crayon, et puis, mais tu le sais que ce que tu es en train de faire, à un moment donné, va commencer à circuler, et va peut-être te permettre de te relier aux autres, et peut-être que ce que tu penses, puis peut-être que ce que tu vas écrire, va résonner, puis va aider d'autres mondes à vivre. Alors, c'est vaste, l'écriture, tu sais. C'est très, très vaste. Un écrivain, en fait, ça vit constamment dans le péché, mortel de préférence. Mon père, je m'accuse d'avoir une fixation orale. Je n'arrête pas de parler. Je fais aller ma langue à toute vitesse, de peur d'échapper des mots. Je me suis bien que quand je fais du bruit avec ma bouche, je déteste le silence, et pourtant, je le supplie de rester, de m'attendre encore un peu dans un coin là-bas. Tout mon corps est tendu vers un seul but. Dire, je mange mes mots, je les respire un par un pour leur prendre leur parfum, de laine mouillée, de lavande et de sueur mêlée. Je les bouscule, les crache, les jette hors de ma bouche, je les répudie, les avale. Mais il y en a toujours. Plus je parle, plus il y en a. On dirait qu'ils se multiplient entre eux. C'est ça. Ils copulent dans ma bouche et font des petits sans arrêt, plus prolifiques que des rats. Imaginez mon père, ça copule dans ma bouche, inlassablement.
Parfois même, des idées se glissent entre eux et ils sortent. En gros, c'est énorme. En chaleur, ils se jetteraient sur n'importe quelle mémoire, n'importe quelle bouche, dans l'espoir secret d'être répétés, de devenir une rumeur sourde. Ils se foutent des épidémies. Ils grouillent sur la peau des autres tant ils sont nombreux et vivaces, je les vois. Ils s'attendent à la sortie de ma bouche pour mieux faire leur coup en bande, pour faire davantage de mal ou de plaisir selon leur humeur. C'est terrible, mon père, je n'arrive pas à les arrêter. Ce sont des flèches d'arbalète, des saumons qui remontent le courant à l'envers, des spermatozoïdes prêts à s'entretuer pour venir au monde. Ils vont finir par me bouffer si je me mets à parler seul un jour, je le sais. Ils ont tout prévu, y compris me rendre folle. Ils vont même jusqu'à goûter quelque chose pour mieux m'avoir. Certains goûtent les tortellini rossini, d'autres l'orange, le rhum brun ou le poivre vert. Ils se rendent aphrodisiaques, ils excitent ma langue. Mes papilles n'en peuvent plus, ma salive déborde. Ils ont tous les pouvoirs, ils savent tout de moi. Ils me font même parler en dormant, les salauds. C'est la déchéance. Je ne sais pas jusqu'où je serais capable d'aller pour les satisfaire. Je me roule à leurs pieds, j'en redemande. Je les aime à la folie, ils font de moi ce qu'ils veulent. Si je me coupe la langue, ils sortiront au bout de mes doigts. Je le sais, je les connais. La nuit, ils se métamorphosent en rêve parce qu'ils ont entendu dire qu'une image vaut 1000 mots. Vous venez d'entendre la première partie de cette très intéressante rencontre entre les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, et Hélène Pedneau, écrivaine et journaliste féministe. Pourquoi le jour? Pourquoi la nuit? Pourquoi l'amour? Pourquoi l'ennui? Pourquoi le Rwanda? Pourquoi l'Algérie? Pourquoi la Bosnie? Pourquoi Sainte-Catherine, coin Saint-Laurent? Dis-moi, Hélène, y a-t-il une vie avant la mort? Moi, je dis qu'il y a une vie pendant la vie. Et on l'oublie. Bonjour, ici Hélène Pedneau. Vous êtes en train d'écouter Souverain Anonyme. C'est dans un monde un peu trop bête qu'elle veut réclamer un coup d'aide sur la grande gueule du paraître. Moi je réclame un coup de poing sur la belle gueule de mon voisin qui est parti avec ma chérie. Et je réclame un coup de poing sur la gueule du destin qui a mis Bordeaux sur mon chemin. Enfin, je ne réclame plus rien, je ne demande qu'à être bien, j'en ai marre de cette aventure. Je réclame ce que tu réclames, je proclame ce que tu proclames. Ô toi, ma douce Hélène, je te fais souveraine. Bonjour Hélène, la rebelle. Moi, Carl, ton complice. Bienvenue à Souverains Anonymes. Bonjour Hélène, mon nom est Co. Bienvenue aux Souverains Anonymes. Bonjour Hélène, mon nom c'est André. Bienvenue à Souverains Anonymes. Bonjour Hélène, je m'appelle Simon. Bonjour Hélène, mon nom est Michel Taxi. Bienvenue à Souverains Anonymes. Allô Hélène, moi c'est Denis, je m'appelle Gino. Bienvenue. Mon nom c'est Sylvain, bienvenue à Bordeaux. Bonjour Hélène, mon nom c'est Patrick et bienvenue à Souverains Anonymes. Salut Hélène, moi c'est Sergio, seul sur le sable, les yeux des bourreaux. Allô Hélène, mon nom est Benoît. Salut Hélène, mon nom c'est Vito. Mon nom c'est Fred, bienvenue à Bordeaux. Bonjour Hélène, moi c'est Joe Clark. Moi c'est Ernest. Salut à toi Hélène et à toutes mes admiratrices, c'est François. Les temps sont durs et nous s'adoucissent pas. T'as le dos au mur et rien en face de toi. À peine un passé, déjà pas de futur. Tes parents se sont séparés, y a plus rien de sûr. Fille de café, tu voudrais lui dire que tu l'aimes. Faudrait que t'oses lui parler, ça, c'est un autre problème. Que ton ami Paul, ton copain depuis toujours, il a les mêmes idoles, même disques, même discours. Viré à 15 ans de l'école du gars.
Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal rencontrent aujourd'hui Hélène Pedneau, écrivaine, journaliste, féministe. Vous écoutez la deuxième partie de cette très belle et très intéressante rencontre réalisée en 1995. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est François. François. Hélène, si tu devais écrire un livre intitulé « Pour en finir avec l'intolérance », avec laquelle des phrases suivantes tu ferais ton introduction ou ta conclusion? La première, la guerre du Rwanda n'est pas terminée. La deuxième, au Liban, 18 ans de guerre civile n'a pas empêché la guerre de reprendre en ex-Yougoslavie. Et la troisième, à la prison de Bordeaux, les clés et les portes sont les instruments d'une symphonie quotidienne, dont le titre, La douleur des portes qui claquent. Ben, de toute façon, ça pourrait être, ces phrases-là pourraient être toutes des têtes de chapitre. Je pense que l'intolérance, c'est pas un livre qu'il faudrait que j'écrive, c'est une encyclopédie. Premièrement, ça serait pas assez d'un seul livre pour résumer l'intolérance. Mais on parle là, tu me parles de grandes intolérances, hein. Tu me parles de génocide au Rwanda, tu me parles de génocide aussi en Bosnie, tu me parles d'une situation d'enfermement, une situation extrêmement difficile physiquement, donc. Mais il y a l'intolérance au quotidien aussi. Tantôt, on parlait de la perfection dans un couple, de l'excellence dans un couple. Moi, je trouve en ce moment que les gens prennent pas beaucoup soin les uns des autres. Je sais pas ce qui se passe, là, mais il y a une espèce de, depuis les années 80, une espèce de montée de l'individualisme, là, complètement meurtrier, je trouve. Et les gens ne prennent pas soin les uns des autres. Il y a beaucoup d'estime qui s'est perdue à travers les années. Et moi, je commencerai par parler de l'intolérance au quotidien, de l'intolérance dans le couple, de l'intolérance des parents envers leurs enfants, des enfants envers leurs parents, et parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça ouvre la porte aux grandes intolérances, au reste de l'intolérance, qui vont jusqu'à la barbarie qu'on connaît en Algérie, au Rwanda ou ailleurs. Bon, mais moi, c'est drôle, hein, j'aurais tendance à partir du quotidien, parce que le Rwanda, on regarde ça, on trouve ça désolant, on peut même pleurer en écoutant les nouvelles, mais on n'est pas là. Hein, on n'est pas là, on peut toujours se dire, chez nous, c'est pas comme ça, on n'est pas des barbares, ouais. On peut toujours se dire ça. Mais dans la vie quotidienne, je trouve que les gens prennent pas soin les uns des autres. Moi, quand j'étais petite, à Jonquière, bon, c'était une petite ville, évidemment, mais quand même, c'est un bon exemple. Quand j'étais petite, par exemple, t'avais, dans la ville, t'avais le médecin, hein, t'avais la profession de soigner, la profession d'enseigner, la profession de protéger le public. Alors ces êtres-là qui travaillaient pour le bien commun, hein, tout le monde avait besoin du médecin, tout le monde avait besoin des maîtresses d'école, et puis des policiers aussi. Mais même les policiers, on les connaissait par leur prénom à Jonquière. Enfin, il y en avait un qui s'appelait Lola, il y avait un nom de femme, alors Lola Boucher qui s'appelait. Bon, on les connaissait par leur prénom, on n'avait pas peur d'eux. Ils étaient comme, d'une certaine façon, les notables de la place. Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de délinquance non plus à Jonquière. Tout le monde à peu près se connaît. Dans les petites villes, la protection, finalement, vient du fait que tout le monde se connaît, puis que tout le monde sait que un tel, c'est le cousin d'un tel, puis qu'on a tous connu le frère de l'autre, puis bon, tu sais. Alors, c'est comme ça que ça devient des milieux un petit peu protégés. Les petites villes, c'est pas comme à Montréal. Je sais pas si vous venez toutes principalement de la région de Montréal, mais dans les petites villes, on est dans un cocon d'une certaine façon. Alors quand on arrive dans la grande ville, moi quand je suis arrivée à Montréal à 18 ans, j'ai pogné de quoi, c'est sûr, tu sais, parce que c'est autre chose. Et ça prend du temps à s'habituer à cette autre chose-là. Mais tout ça pour dire que quand j'étais petite, donc, la profession de médecin, c'était quelque chose d'admirable, hein. Le médecin, on le mettait sur un piédestal, et puis la maîtresse d'école aussi, on savait que tout le monde en avait besoin, que c'était important et tout. 30 ans plus tard, il y a eu une sorte de bascule, totalement, puis vous remarquerez que ces trois professions-là en particulier sont les professions qui sont le plus traînées dans la boue. En ce moment, hein, tu sais, les médecins, ça, n'en parlons pas, il n'y a rien qui font de correct, on les poursuit pour le moindre petit truc, bon, etc. C'est quand même curieux que ces professions qui étaient des professions presque de Dieu, là, tout à coup, ça devient des moins que rien. Et moi, je me dis toujours qu'il y a eu une perte d'estime mutuelle
dans les 20 dernières années que je comprends pas. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû aux médias qui vont toujours dans le sensationnalisme et qui ont toujours tendance à grossir je ne sais pas à quoi c'est dû. Tout ce que je sais, c'est que c'est réel, là, l'estime mutuelle s'est perdue. Et ça s'est manifesté on a fessé sur des professions comme celle-là. Alors, si vous voulez, l'éducation, par exemple, professeur, c'est un des plus beaux métiers du monde. L'éducation, c'est fondamental. Mais pourtant, je veux dire, on les traîne dans la boue, c'est des moins que rien et tout, ce qui fait à tel point qu'ils sont démobilisés. Pour les médecins, c'est pareil. C'est pas parce que la corporation des médecins nous fait chier qu'il faut penser que tous les médecins sont des nullités. C'est pas des deux de pique. Bon, parfois, il y a un corporatisme qui s'installe qui est absolument insupportable, comme dans la corporation des médecins où ils se protègent tous entre eux. Mais il y a des médecins qui font un job formidable. C'est un métier humanitaire. Puis les policiers, pareil. Je veux dire, vous autres, ça doit pas être une clientèle que vous aimez. Mais je veux dire, moi, je le sais qu'en tant que femme, j'en ai besoin. Si je veux me promener sur la rue à 11 heures le soir, je veux dire, quelque part, j'ai besoin qu'il y ait une protection quelque part dans une grande ville, tu sais, bon. Mais ça, je pense pas que ce soit une clientèle que vous aimez beaucoup. Mais bon, c'est un exemple que je donne pour vous montrer comment ça a basculé finalement en 20 ans, 25 ans. Comment notre regard... Et ça, c'est mauvais pour tout le monde. Je vous donne cet exemple-là, mais c'est comme ça partout dans le couple. Les gens n'ont plus de tolérance dans le couple non plus, hein, parce que le divorce maintenant est tellement facile. À la première chicane, pouf, je veux plus rien savoir de toi. C'est-à-dire que les gens n'acceptent plus les différences. Et ça, c'est fondamental pour l'équilibre d'une société. Je veux dire, les gens sont différents. La même chose quand il y a cette espèce d'intolérance effroyable envers les immigrants, par exemple, parce qu'ils arrivent avec d'autres mœurs, d'autres façons de faire, d'autres... Bon, ben, je veux dire, il faut pouvoir intégrer tout ça dans une société. Sauf que là, on va te dire, le niveau de tolérance, il est bien, bien bas. Et quand je vois les parents et les enfants, par exemple, là, c'est rendu qu'on regarde les adolescents avec des yeux de sociologue tout le temps, tu sais. C'est des cas problèmes, les adolescents. Ben, voyons donc. De tout temps, les adolescents ont fait le désespoir de leurs parents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand j'étais adolescente, ma mère m'a menacé de l'école de réforme. Et puis c'est la même chose, je veux dire, beaucoup étaient vus comme des tu sais, des moins que rien, puis tout ça, mais l'adolescence, c'est ça, l'adolescence. C'est de dire, non, voilà, il faut que je sache qui je suis moi. Il faut que je trouve mon identité à moi. Et souvent, ça se passe pas sans mal, puis ça se passe pas sans révolte, puis ça se passe pas sans... Mais là, aujourd'hui, on dirait qu'on découvre que l'adolescence est une période difficile. Mais voyons donc, ça a toujours été. C'est pas nouveau, ça. Sur le trottoir, gisait le bras d'une poupée et dont les rêves depuis longtemps s'en étaient allés et qui lève la cuisse comme on lève le cœur et qui ouvre la cuisse comme on a mal au cœur. Sur le trottoir posait un enfant trop fardé et dont les rêves depuis longtemps s'en étaient allés et qui lève la cuisse comme on lève le cœur et qui ouvre les cuisses comme on a mal au cœur. Blues amers, des sons de vinaigre, blues longs, des plaintes enfermées, des sanglots de chat sertis de crocs, déplumés, sauvages, définitifs. Blues ombrés des mots qui refusent de parler sous la torture, qui ne plient pas, qui pleurent sec,
dans mon cou. Je fais haut de toutes parts. Je n'échappe pas au fiel. Je n'échappe pas aux colères qui d'un coup sucent la sève, qui gicle en torrent de chaque branche coupée. Je n'échappe pas à la saignée. Je n'échappe pas au vacarme des amours en gare de triage, écorchés, qui pompent le vif à partir de chaque pore, de chaque trou où la mer en entier s'engouffre. Je n'échappe pas au déferlement des saveurs de varech qui montent à ma bouche. Je fais haut de toutes parts, fracassé sur un iris maigre. Je n'échappe pas au silence, abandonné là, sans instruction, au milieu du tumulte de la boue. Je n'échappe pas à l'ignorance des modes d'emploi. Une fois, quand tu n'étais plus avec moi, je me suis caressé. Et quand j'ai joui, j'ai éclaté en sanglots. C'était à cause du vide qui venait de surgir de son trou. Un trou dans un trou. Rien. Et c'est à cause de ce rien que je me suis levé. Je suis allé au lavabo me laver le visage et j'ai commencé à faire le grand ménage, en commençant par la cuisine, en commençant par le plus sale. Vous avez écouté un extrait du spectacle Viens, on va se faciliter la vie avec Hélène Pedneau et Sylvie Tremblay. Vous écoutez sur un anonyme les détenus de bord de rencontre, Hélène Pedneau. Hélène, pour revenir avec la question précédente. OK, ici à Bordeaux, les clés et les portes, c'est à tous les jours avec Harmonie que ça claque. OK, c'est qu'on doit être tolérant aussi avec ça. OK, c'est une sorte de tolérance. Et j'imagine que ça doit vous en demander beaucoup de tolérance entre vous aussi. C'est pas facile d'être enfermé avec du monde qu'on connaît pas, là. Tu sais, puis se voir tous les jours, puis il y en a qui nous tombent ses nerfs, puis tout ça, je te dis que ça doit vous demander beaucoup d'efforts quotidiens. On est tolérant. Mais pour en venir à la prochaine question, Hélène, est-ce que tu penses que certains politiciens québécois qui essaient de nous vendre la souveraineté comme une forme d'excellence? Ah oui, ils disent ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? En tout cas, c'est pas pour ça que je vais voter oui, ça je peux vous le dire. On aura chacun nos raisons. Mais je sais pas. Moi, j'ai pas entendu ce discours-là, mais il faut dire que j'ai pas écouté beaucoup la télévision et la radio les derniers mois. Mais c'est une forme. Je peux comprendre la forme d'excellence dont tu parles, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on sera maître chez nous, ce qui est un vieux slogan, d'ailleurs, du début des années 60, c'était M. Lesage, ça, qui disait ça, maître chez nous, hein. C'est pas jeune, là, ici, la volonté d'autonomie. Ça fait longtemps, je veux dire, déjà en 1867, au moment où ils ont fait la Confédération, ça a déjà commencé à chialer, ça fait que, tu sais, c'est pas nouveau, là. C'est pas une nouvelle affaire. On nous l'a présenté sous toutes sortes de formes. Là, on arrive, d'une certaine façon, proche d'une sorte d'échéance, en tout cas. On voit peut-être le bout du tunnel, je le sais pas. Moi, je vois ça comme un individu, un pays. C'est-à-dire que moi, à 18 ans, là, j'avais hâte d'avoir 18 ans, tu sais, j'avais l'œil quasiment ça monte, là, tu sais, pour sortir de chez nous, puis être indépendante, puis autonome. Puis moi, mon indépendance, je l'ai voulu, je l'ai pris, je l'ai utilisé du mieux que j'ai pu, et j'avais hâte de l'avoir depuis que j'étais haute comme ça. Tu sais, je ne pouvais pas supporter de dépendre de qui que ce soit. Ce que tu veux dire, c'est qu'un individu, OK, quand il va acquérir sa forme d'indépendance, va automatiquement acquérir son excellence. Je pense, c'est-à-dire que l'excellence, pour moi, c'est une mesure de soi-même à soi-même. Je pense qu'on peut toujours être à la hauteur de chacune de nos vies. Mais à la hauteur des règles que d'autres font, ça, c'est une autre paire de manches. Mais reste qu'un peuple, on a chacun notre vie. Mais reste qu'un peuple, une souveraineté d'un peuple, d'un pays ou d'une province, qu'importe. Comment tu vas tout jumeler ces gens-là un à l'autre qui atteignent toute l'excellence en même temps? Non, ils atteindront pas l'excellence parce qu'ils auront l'indépendance d'un pays, mais je pense qu'ils vont avoir entre les mains une matière qu'ils n'ont jamais eue.
une matière extraordinaire et surtout, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'ils vont récupérer leurs rêves. Et ça, les rêves, c'est un des principaux moteurs d'une vie. Moi, quand j'avais 5 ans et que j'ai tenu un crayon dans ma main puis que j'ai eu une espèce d'affaire, je sais pas quoi, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je me suis dit, moi, je vais écrire un jour. Tu sais, bon, ça a été tout de suite une espèce de passion, de désir très, très fort. Et je pense que chaque personne a cette force du désir. Et je pense que collectivement, le summum de ça, c'est de vouloir avoir un pays. Bonjour Hélène. Bonjour. Michel. Hélène, l'Algérie est une femme mariée avec un certain destin. Le Québec est une femme aussi, mais qui veut divorcer et devenir souveraine de son destin. Hélène, est-ce que la douleur d'un divorce d'un pays est comparable à la douleur des volcans? Oui, ben c'est ça que je veux dire par la douleur des volcans. J'ai écrit un livre qui s'appelait La douleur des volcans, et c'était une image. Les volcans, c'est les êtres humains, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré que vivre, au départ, était un exploit, en partant. Donc, à partir du moment où on est presque des athlètes du quotidien, parce que vivre est un exploit constant, je veux dire, on a chaque jour des tas de décisions à prendre, on a des tas de choses à dire pour dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut pas. C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage de vivre. Et quand j'écris La douleur des volcans, en effet, c'est aux êtres humains que je pensais. C'est-à-dire, l'image du volcan est assez juste. T'as des êtres humains qui éclatent à tout propos. T'as des êtres humains qui vont garder ça tout en dedans, qui vont couver le feu, là, pendant des années, puis tout à coup, pouf! Ça va sortir comme la lave sort d'un volcan. Et autre chose aussi que je trouvais intéressant chez les volcans, c'est que j'ai appris à un moment donné que tous les volcans de la planète, là, sont tous à peu près dans l'ouest, là. C'est une ligne, le Japon, puis tout ça, puis bon, ils descendent vers l'Amérique du Sud. Ils sont tous reliés les uns aux autres, semble-t-il, par une espèce de réseau souterrain de cheminées, de machin. Donc, quand il y en a un qui est en éruption, ça a une incidence ailleurs, puis bon. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et je trouve que c'est une chose que les êtres humains auront oublié beaucoup, à quel point ils sont reliés les uns aux autres, comme les volcans. Et peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de sauter tant que ça, puis d'exploser tant que ça, s'ils savaient qu'ils sont reliés, puis qu'ils sont pas tout seuls. Bon. Nous autres, on est chanceux parce qu'on excelle, on n'a pas encore explosé. Oui, ben c'est ça, mais c'est formidable. Mais on a toutes nos façons de pas exploser aussi, tu sais. Merci Hélène. Mais je veux continuer sur l'histoire du Québec est une femme. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a une affaire que j'ai observée. D'ailleurs, je suis assez d'accord. C'est que les Canadiens anglais disent toujours « What does Québec want? » Hein? Et les hommes, pendant toute la montée du féminisme, disaient « What does women want? » Et au Québec, moi j'aimerais ça que quelqu'un étudie ça à un moment donné, l'universitaire qui aura le temps de le faire, là. Mais au Québec, la courbe des revendications des femmes suit de très très près la courbe des revendications des Québécois par rapport au fédéral. Alors, à un moment donné, quand il y a eu la montée du nationalisme, là, fin des années 60, début des années 70, là, tout à coup, là, ça a été la montée du féminisme. Après ça, ça a redescendu un petit peu. On a moins vu de grosses manifestations dans la notion de nationalisme a descendu un petit peu. C'est collé. C'est vrai qu'à quelque part, le Québec est une femme. Ça, c'est vraiment what does Québec want? Comme les hommes ont toujours dit. Qu'est-ce qu'ils veulent, les filles, tu sais? Merci, Hélène. Oh oui,
Hélène Pedneau, écrivaine et journaliste féministe, et l'invitée des Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. On revient après cette pause. Bonjour, ici Hélène Pedneau, vous êtes en train d'écouter Souverains Anonymes. Les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. Bonjour Hélène. Bonjour. Dans une société de plus en plus individualiste, la tolérance a moins de place dans l'avenir que l'excellence. À moins que des changements surviennent. Mais lesquels, Hélène? Ouais, ben, il va falloir se réveiller. Puis je pense que, malheureusement, souvent, on se réveille après des malheurs, hein. Il y a des gens, qui voudront jamais changer. Et puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui va mourir ou ils vont avoir une catastrophe dans leur vie, soit un accident ou une maladie. Un accident, une maladie. Puis là, ils vont comprendre quelque chose. Mais des fois, ça prend quelque chose de gros. Comme là, collectivement, depuis 82, on a vécu je sais pas combien de récessions, hein. Alors là, il y a moins de jobs, puis là, ça va mal, puis là, bon, tout là. Et là, on dirait que ça, on pensait pas que ça pouvait nous arriver. Hein, on disait, la récession en 1929, la crise, hein, c'était quasiment un mythe. Ça peut pas nous arriver, on est bien trop brillants, tu sais. Mais sauf que ça nous est arrivé, aussi gros qu'en 29. Et puis là, on a commencé à avoir peur, et peut-être qu'à travers cette peur-là, il va y avoir des changements. Mais malheureusement, souvent, ça prend des catastrophes pour qu'on change. Puis quand tu dis que tu relis tolérance et excellence, c'est très juste, parce que dans l'excellence, il y a beaucoup d'intolérance. Parce que l'excellence est une forme d'exclusion. C'est au plus fort la poche. Et la personne qui veut être excellente et qui veut réussir, elle va piler sur tout le monde qu'elle va rencontrer. Parce que qu'est-ce que vous voulez? C'est une compétition, cette affaire-là. Si c'est pas toi qui arrive le premier à la ligne d'arrivée, eh ben, désolé, ça va être un autre que toi. Donc, l'excellence n'a pas aidé dans ce sens-là, à tuer l'individualisme qui ça n'a plus de bon sens. Je veux dire, tout le monde est dans sa petite bulle. Il n'y a plus personne qui vit ensemble dans la société, tu sais. Donc, tu as raison de relier tolérance et intolérance et excellence, parce que c'est vrai que l'excellence a fait beaucoup d'intolérance. Alors, tu sais, t'as une petite masse, là, les excellents, là, qui sont sur un petit podium, là, éclairés au laser, et puis t'as les autres, les médiocres, forcément, dont on fait tous partie. Alors, c'est un système d'exclusion. Avant la Révolution française, t'avais, en France, des nobles, hein, qui appelaient le sang bleu. Il y avait le sang bleu, soi-disant. Alors, ils étaient nobles de père en fils et en fille et tout ce que vous voulez. Alors, t'avais quelques nobles et le peuple. Hein, le peuple, les autres qui tous les jours travaillaient à sueur de son front, puis tout ça. Alors, la Révolution a changé ça. Mais l'excellence, c'est exactement la même chose. L'excellence, c'est la nouvelle noblesse, les nouveaux aristocrates, le nouveau sang bleu, si tu veux. Et puis, t'as le peuple, les médiocres. Il y en a de plus en plus, forcément, parce que, contrairement à ce que prétend l'excellence, c'est pas tout le monde qui peut être excellent, c'est pas vrai. On le sait bien en sport. Il y en a juste un qui peut gagner. Salut Hélène, Salut. Nico, bienvenue au Souverains Anonymes. Merci. Tu sais mieux que moi que l'excellent est présent même au milieu de l'édition. Toi, tu es écrivaine. Comment tu échappes à l'excellent dans un domaine où la compétition est aussi présente? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai choisi une vie. T'as raison, on se bute à ça tout le temps. Mais j'ai choisi une vie un peu en marge. Donc, j'ai pas à subir toutes ces attaques de l'excellence dans le quotidien. Hein? Puis d'autant plus que depuis 5 ans, j'habite à l'extérieur de Montréal, au bord d'un lac, dans une montagne. Et puis donc, je me suis éloignée encore davantage de tout ça. Parce que c'est au quotidien que ça se vit, hein, cette espèce de pression incroyable. Alors, je l'évite, c'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, moi, c'est de faire le mieux que je peux
C'est ma forme d'excellence à moi, c'est ça. Je pense que j'essaie d'aller au bout de ce que je suis chaque jour. Ça, c'est ma forme d'excellence à moi. Mais il n'y a personne qui va m'en imposer une. Donc, je me suis organisé une vie pour pas que personne me fasse de pression de cet ordre-là. J'ai pas de patron. J'ai jamais pu supporter les patrons. Je m'excuse. C'est comme ça. Donc, j'ai toujours été pigiste toute ma vie. Mais par contre, j'ai été obligé d'accepter ce qui venait avec. C'est-à-dire l'insécurité matérielle. Alors, des fois, j'ai des contrats, des fois, j'en ai pas. Et ça durera toute ma vie. À moins que j'écrive un best-seller demain matin. Mais je sais pas. Mais ça sera comme ça toute ma vie. J'accepte ces inconvénients-là parce que je veux garder ma liberté. Moi, c'est la chose la plus importante pour moi. Et quand je parle de liberté, je parle de liberté intérieure, qui est bien plus importante que n'importe quelle autre forme de liberté. Parce que je suis pas toujours libre. Étant pigiste, à un moment donné, là, je trouve ça dur financièrement. Alors, ça m'enlève de la liberté en apparence, en tout cas, de ne pas avoir de sécurité d'emploi. Mais à l'intérieur, je suis toujours libre. Je sais toujours que je peux dire oui ou non à des choses. Je sais toujours que je peux changer de vie. Je sais toujours que je peux faire ce que je veux, ce qui m'anime moi, ce qui me touche moi, ce qui m'émeut moi. Et personne ne va me dire quoi faire. Mais c'est vrai que dans le monde de l'édition aussi, il y a une forme d'excellence. J'ai un très bon éditeur avec qui j'ai une merveilleuse relation. C'est comme une sorte de famille pour moi. C'est très important. Donc, lui non plus n'est pas là-dedans. Tu sais, j'aurais pas pu aller dans une maison d'édition qui veut être la meilleure au monde, là. J'aurais pas pu faire ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'être la meilleure au monde. J'essaie juste d'être la meilleure de moi-même. Je veux dire, c'est tout. Québécois ici, je sais pas pourquoi. Comment? Rambo québécois. Ah oui? Moi, Hélène, moi, je vous fais ça court. Certains croient à l'amour avec un grand A. D'autres croient à l'amour avec un grand B ou un grand C. Moi, je crois à l'amour avec un grand Z. C'est-à-dire? L'amour, c'est 0. Parce que je suis tanné de souffrir et de faire souffrir. Et toi, Hélène, si tu crois à l'amour, c'est avec un grand A, un grand B ou un grand P? Alors, écoute, c'est parce qu'il y a différentes formes d'amour. Là, faudrait préciser. Moi, ce qui m'intéresse le plus au monde, c'est l'amour avec un grand A, mais sur la planète. Dans l'individuel, c'est autre chose. C'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'il faut voir large dans l'amour. L'amour est quelque chose de large. Je vois pas pourquoi on le rétrécit sans arrêt comme ça. Hein? Petit couple, petite maison, petite voiture, petit rien, toute petite vie, quoi. L'amour est bien plus vaste que ça. Et je pense que l'amour au quotidien, l'amour individuel entre un homme et une femme, je pense que ça peut générer de l'amour beaucoup plus grand pour le reste de l'humanité. Moi, c'est cet amour-là, j'avoue, qui m'anime le plus pour le reste de l'humanité. Puis quand je criais, c'est pas juste à ma mère, c'est ça que je criais aussi. C'est-à-dire que je lui disais aussi, c'est pas possible que la vie soit aussi petite que ce que tu me proposes ou ce que tu prétends que c'est. Moi, je vois plus grand, je veux inclure beaucoup plus de gens dans ma forme d'amour. Puis quand je fais des soirées qui s'appellent, comme pour l'Algérie, je pense que c'est un acte d'amour aussi envers ces gens-là, qui sont opprimés, qui sont plus qu'opprimés, mais enfin, disons opprimés pour l'instant. Mais je pense que c'est ça qu'il faut viser. Et si on avait plus conscience, j'en reviens encore aux liens qui nous unissent, les liens invisibles qui unissent tous les êtres humains, quelle que soit la couleur et la race, je pense que si on était plus conscient de ces liens-là, ça irait beaucoup mieux. La planète tournerait beaucoup mieux. Donc, pour répondre à ta question, je crois avec l'amour avec un grand A, mais plus un amour beaucoup plus large que l'amour de couple. Et quand on éprouve ce grand amour pour l'humanité, je pense qu'il est plus facile aussi de le pratiquer dans le quotidien et d'avoir plus de tolérance dans le quotidien. Parce que c'est pas facile à concilier un homme et une femme, hein? C'est différent. C'est bien, bien différent. Merci, Hélène.
La ville était ce matin-là, couleur de miel et de melon, juillet tranquille, de ville vide. Une femme marchait le long de l'eau, elle avait l'air d'être arrivée, d'être rendue plus loin qu'il faut. Juillet flottait en brume chaude, au ras de l'eau comme un parfum. C'était comme si la terre fondait. Cette femme transportait sa vie dans une valise plus vide encore qu'un trou béant dans un mur gris. Juillet crevait dans sa moiteur, même à 6 heures, même à midi. On aurait cru que l'air manquait. Cette femme a-t-elle été aimée pour être seule ce matin-là? Une valise vide dans ses yeux noirs. Oh, oh. Il n'avait pas de clameur sèche, ni de sursaut qui casse les corps. Cette femme a-t-elle été aimée par quelqu'un qui voulait la voir, miser surtout ce qui lui manque? Cette femme a-t-elle trop risqué, qui tout double de toute vie, quand c'est la seule qui nous reste? Cette femme a-t-elle déjà payé un prix plus élevé que sa vie, comme on fait dans tout monde triste? Cette femme a-t-elle déjà aimé comme on ne devrait pas aimer, en donnant toujours plus qu'elle-même? Juillet ne prenait pas la peine d'être si lent pour ses beaux yeux. Il y avait tant de chaleur vaine. Oh, oh. Cette femme ne faisait voir de rien quand il s'agissait de sa vie. Elle souriait dans les salons. Juillet crânait dans sa douceur. Il savait bien qu'il était seul, alors qu'il voulait être 1000. Cette femme a-t-elle été aimée pour être seule ce matin-là? Une valise vide dans ses mains vides. Cette femme a-t-elle été aimée pour être seule ce matin-là? Une valise vide dans ses mains vides. Une valise vide dans ses mains vides. Une valise vide dans ses mains vides. Mon cher Hélène, je te pose, c'est une question qui avait été formulée pour un ami français qui n'est pas ici parmi nous, une malencontreuse accident qui est arrivé. Mais est-ce que ça me fait plaisir de la poser à sa place? Même je vais me mettre dans sa position, ce qu'un Français fait, je vais tout me mélanger à l'intérieur de moi-même. Un Saguenayen pur de laine avec un Français. Hélène, je suis un Français, comme tu sais. Si les Français sont intelligents, c'est parce qu'ils mangent du bon fromage. Or, depuis que je suis à Bordeaux, j'ai perdu un peu de mon intelligence et je comprends plus rien. Hélène, j'ai besoin que tu m'expliques. Tu as déjà donné un spectacle avec Sylvie Tremblay qui s'appelle « Viens, on va se faciliter la vie ».
Le titre de votre spectacle m'inspire le message suivant. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le lendemain. Est-ce que c'était ça, le sens de votre show? Ben, le sens de Vivons votre faciliter la vie, ça résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, en fait. Quand je parle de l'intolérance au quotidien, quand je parle comment les gens prennent pas soin les uns des autres dans le quotidien. Tu sais, une vie, c'est pas si long que ça. Et quand je pense qu'à chaque acte qu'on pose, il faut penser à essayer il faut penser à faciliter et sa vie et celle des autres. Moi, c'est juste ça que je vois. C'est un grand appel à la tolérance. Et ce spectacle-là reconnaît les différences de tout le monde et essaie de les amener dans quelque chose de plus collectif. Donc, mais cela dit, je ne crois pas que le fromage soit une source d'intelligence particulière, mais moi, j'ai mangé du fromage en crotte quand j'étais petite au Saguenay, hein, comme toi, et puis je pense pas que ce soit à cause de ça que j'ai développé une forme d'intelligence, mais au moment où on le mange, c'est vrai qu'on se sent intelligent. C'est meilleur si on pourrait dire à tous les gens qui nous écoutent que la poutine est venue au monde au Saguenay. Ah voilà, évidemment, c'est des inventeurs de première. Question suivante. Je pense qu'on va se rapprocher un peu. Toi et moi, on va se compliquer la vie un peu. Là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi remettre à demain quand on aurait pu faire hier? Pourquoi la Terre n'est pas aussi ronde qu'on croyait? Pourquoi devenir maître chez nous alors que personne n'est maître de lui-même? Pourquoi à Bordeaux, le temps ne va pas? Pourquoi dans chaque salle de spectacle, il y a une patate frite qui demande à être réchauffée? Pourquoi Rose Rose, la mère de Jacques et de Paul Rose, n'est pas la mère de tous les Québécois? Pourquoi Marc Lépine n'est pas tout à fait mort? Pourquoi on s'oublie alors qu'on croit s'en souvenir? Pourquoi venir au monde si c'est pour le détruire? Pourquoi le jour? Pourquoi la nuit? Pourquoi l'amour? Pourquoi l'ennui? Pourquoi le Rwanda? Pourquoi l'Algérie? Pourquoi la Bosnie? Pourquoi Sainte-Catherine, coin Saint-Laurent? Dis-moi, Hélène, y a-t-il une vie avant la mort? Moi, je dis qu'il y a une vie pendant la vie. Et on l'oublie. On pense beaucoup, on cherche, hein, c'est effrayant. Là, on cherche la vie après la mort. Il y a toutes sortes d'études là-dessus qui sont fort intéressantes d'ailleurs. Alors on se dit, bon, quoi, peut-être à la réincarnation, donc peut-être qu'il y a eu une vie avant celle-ci, puis il va y en avoir une après. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'il y en a une pendant. Et ça, moi, je veux pas l'oublier. Parce que je trouve la partie la plus intéressante, puisque c'est la partie qu'on connaît. Hein, parce qu'après, on le connaît pas, avant non plus. Donc, moi, c'est la vie pendant la vie qui m'intéresse. Et tout ce que tu viens de dire, la Bosnie, coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine, tout ça, c'est inclus dans la vie. On pourrait dire parfois malheureusement, mais les êtres humains sont ainsi faits que ils n'ont pas fini leur évolution. On est en cours d'évolution. Et comme me disait une de mes amies à un moment donné, devant qui je m'impatientais en me disant, mais ça a toujours bien pas de maudit bon sens. On n'est pas rendu loin. Et là, elle me dit, tu sais, Hélène, il faut que tu sois patiente. Elle dit, les baleines c'est des animaux très pacifiques, hein. Pourtant, ils pourraient faire des ravages en maudit, grosses comme ils sont. Mais ils ont 6 millions d'années. Elle dit, je l'ai trouvé extraordinaire. Elle dit, nous autres, qu'est-ce que tu veux, on a juste 1 million d'années, on n'est pas rendu loin. Alors, mais c'est vrai qu'il faut aussi être patient d'une certaine façon, même si au quotidien, c'est très, très difficile. La patience, il faut accepter que tous les êtres qui habitent sur cette planète ne sont pas au même degré d'évolution. Et c'est normal. Même si ça fait des catastrophes, même si ça fait beaucoup de morts, même si ça fait beaucoup d'intolérance, ça fait partie aussi de l'être humain. Et il faut aimer ça aussi. Hélène, j'en viens à une conclusion. Que cette vie dans laquelle on vit, c'est un combat continuellement contre l'excellence. Oui, d'une certaine façon, je dirais plus un combat contre les systèmes.
Parce que c'est ça qui nous tue finalement dans n'importe quel système, que ce soit un système confortable ou inconfortable. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille toujours dans le même service, dans le même ministère pendant 20 ans, il finit par s'endormir. Il finit par plus savoir ce qui se passe dans la vraie vie. Il finit par plus être en contact avec les gens pour qui il travaille. Bon, c'est un système de confort pourtant, soi-disant, mais il est pas mieux que le système qui est inconfortable. Au fond, les systèmes inconfortables sont meilleurs parce qu'on veut les changer. Les systèmes confortables, là, c'est plus dur. Bonjour, Hélène Pennon. Bonjour. Je m'appelle Vito. Vito. Italiano? Oui, Vitaliano, c'est mon vrai nom. Je m'appelle Vito. Vito. Oui. Pour te taquiner, on a préparé pour toi, sur le thème de l'excellence, de toutes petites questions et de toutes petites réponses. OK. C'est la quiz de le souverain anonyme. Hélène, quel est le pays par excellence où tu viens passer tes vacances? L'Italie. Oh, c'est très ah ben, bon. je dis pas ça pour toi. Ça fait très longtemps que je suis pas allé, malheureusement. J'adore ce pays. Oui, je suis allé en 82, puis j'ai trouvé ça formidable. C'est un des plus beaux pays que je connais. Quel est le repas par excellence qui tu fais inviter Clémence? Ah, attends, comment tu dis ça, là? Quel est le repas par excellence qui tu fais inviter Clémence? Clémence Desrochers? Elle aime beaucoup les pâtes, elle aime beaucoup la nourriture italienne et le bon vin. Et le très bon vin, oui. Merci beaucoup, Hélène. Ah, ben c'était trop facile! OK, salut Clémence, moi c'est Denis. Hélène, oui. Ben Clémence pense à nous autres, c'est correct. Quelle est la couleur par excellence que tu aimes porter dans une réception immense? Le rouge. Parce que le rouge, ça protège. Alors, dans une réception immense, moi, j'ai besoin de protection. Je suis pas très mondaine. Quel est l'endroit par excellence dans ta maison où tu aimes écrire ta romance? Ben, j'ai un bureau qui donne, avec une belle galerie qui donne directement sur le lac. Chez moi à Saint-Zénon, là. J'habite à Saint-Zénon. Donc, c'est là. C'est là que je préfère être. Ouais, pour écrire. Quel est le roman d'horreur par excellence qui hante ton sommeil à tes croyances? Le roman d'horreur, j'aime pas trop ça. Je suis pas capable de lire Stephen King parce que je suis tellement impressionnable que j'endors pas. J'ai essayé de lire L'Exorciste, j'ai pas été capable. Par contre, il y a des livres de Patricia Highsmith qui sont assez horribles. Le journal d'Edith, tiens, de Patricia Highsmith qui vient de mourir, là. Elle, c'est une forme d'horreur psychologique assez particulière. Quelle est la chanteuse ou le chanteur par excellence? Oh, il y en aurait plusieurs, parce que... Oui. Qui améliore ton ambiance? Il y en a plusieurs. La réponse est la même. Il y en a plusieurs parce que j'ai des grands amis chanteurs. Sylvie Tremblay, Marie-Claire Séguin, Richard Séguin, qui sont vraiment des grands amis à moi. Donc, c'est des gens qui améliorent ma vie, forcément, parce que je les connais. C'est des gens formidables. C'est des gens humainement très excellents. Merci beaucoup. Salut. Salut. Quelle est la valeur par excellence qui donne à ta vie un sens? L'amour. Mais l'amour dont je parlais tout à l'heure, avec un très grand A, avec tout ce qui découle de l'amour, c'est-à-dire la tolérance, l'estime de soi et des autres. Et quand je parle d'amour de soi aussi, hein? Merci. Ma chère Hélène, pour toi, nous avons un petit spectacle, un artiste reconnu, OK, Carlton Williams, un vrai reggae, du vrai reggae de la Jamaïque, c'est juste pour toi, ça.
J'aime beaucoup les... Bonjour Montréal, monsieur, comment allez-vous? Welcome in a French that is baby new. Bonjour Montréal, monsieur, comment allez-vous? Good morning in a French, monsieur, data bonjour. Say, oh, are you, data, comment allez-vous? Welcome in a French that is baby new. Pop in a French, man, you know I salute. Say thank you in a French, data, merci beaucoup. Say me stay in a French, you know I miss you. Bonjour Montréal, monsieur, comment allez-vous? Say welcome in a French that is baby new. Bonjour Montréal, monsieur, comment allez-vous? Good morning in a French, monsieur, data, bonjour. Me mother gone shopping down a Bonaventure. You find clothes sold around a Park Avenue. Me girlfriend live down a Ville d'Anjou. Me aunt, she live up in a Port Virtue. Say bonjour Montréal, me say comment allez-vous? Say welcome in a French that is bienvenue. Bonjour Montréal, me say comment allez-vous? Good morning in a French, me say that a bonjour. Say 30 in a French, you know that a trant. 40 in a French, man, you know I get out. 50 in a French, man, you know I send count. 60 in a French, you know I swass out. 100 in a French, man, you know that a sound. Put up on the mic and make you jump and shout. Bilingual lyrics just a come out me mouth. The flash it on the east, the west, the north and south. Anywhere me go, a man, they can't get me out. Bonjour Montréal, me say comment allez-vous? Say welcome in a French that is bienvenue. Bonjour Montréal, me say comment allez-vous? On va finir, Hélène, avec cette merveilleuse journée qu'on a passée avec toi. Okay. C'est qu'au Québec, la fierté a une bière. À Bordeaux, la fierté a une baboche. C'est quoi ça? OK. Celle que nous pouvons faire en toute légitimité quand nous recevons des gens bien comme toi. Hélène, ton livre, pour en finir avec l'excellence, aurait pu s'appeler pour en finir avec l'injustice. Puisque oui, l'injustice est excellence, puisque l'excellence est injuste. Nous garderons de ton passage à Bordeaux le souvenir d'une femme rebelle. Au nom de tous mes camarades, je te déclare souverain anonyme. Vous venez d'entendre la deuxième et la dernière partie de cette très belle et très intéressante rencontre entre les souverains anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, et Hélène Pedneau, écrivaine et journaliste féministe. À la prise de son, Luc Desnoyers, Souverains Anonymes, une émission de Mohamed Lotfi. Vous venez d'entendre la deuxième et la dernière partie de cette très belle et très intéressante rencontre entre les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, et Hélène Pedneau, écrivaine et journaliste féministe. Cette rencontre a été réalisée en 1995. À la prise du son, Luc Desnoyers, Souverains Anonymes, une émission de Mohamed Lotfi. You find clubs sold around a Park Avenue. My girlfriend live down a Ville d'Anjou.